Madame, Monsieur, bonjour, merci de nous rejoindre. Tout de suite les titres de l'actualité. À Tindouf, la ligne ferroviaire minière Ouest-Béchar Tindouf-Garage-Billet se prépare à entrer officiellement en service. Les travaux ont été inspectés par une délégation ministérielle. Et pour accompagner ce projet, l'Institut national de formation professionnelle de Tindouf lance de nouvelles spécialités pour renforcer les compétences locales. L'industrie automobile se renforce en Algérie. À Ain Mouchent, la production de véhicules utilitaires mise sur le développement du savoir-faire national. Les agrumes à l'honneur dans cette édition. À Blida, la récolte bat son plein et les agriculteurs développent une filière stratégique mise en lumière à Tipaza pour la 20e édition du Salon des agrumes. Et nous terminerons avec les hauteurs de Tikjda où la neige attire de nombreux visiteurs venus profiter du week-end pour se ressourcer avant d'entamer la semaine. Bienvenue à tous. Tout d'abord, le Premier ministre Sifir Lieb a supervisé aujourd'hui une journée de réflexion consacrée au projet de révision technique de la Constitution et de la loi organique relative au régime électoral. Était présent à cette rencontre le directeur de cabinet de la présidence de la République, Boualem Boualem, des membres du gouvernement, des dirigeants de partis politiques ainsi que du président par l'intérim de l'autorité nationale indépendante des élections. Le directeur de cabinet de la présidence de la République a présenté 10 recommandations visant à enrichir le projet de révision technique de la Constitution. Parmi ces propositions figure l'introduction d'une condition attestant le niveau d'instruction requis pour poser sa candidature à la présidence de la République, la clarification des modalités de présentation du serment constitutionnel en définissant l'organisme devant lequel le serment doit être prononcé ainsi que l'autorité habilitée à le recevoir, la possibilité pour le président de la République de convoquer des élections locales anticipées afin de renforcer le processus démocratique à l'échelle locale. Proposition de fixer la durée du mandat du président de la nation à 6 ans au lieu de 3 ans afin de garantir la continuité et la cohérence institutionnelle. On reviendra sur cette journée avec plus de détails dans nos prochaines éditions. Et à l'approche de la mise en exploitation officielle de la ligne ferroviaire minière ouest reliant Béchar, Tindouf, Garage-Billet, une délégation ministérielle a effectué une visite de travail dans la wilaya de Tindouf consacrée à l'évaluation de l'état d'avancement des travaux. La délégation a également inspecté le site de chargement des premières expéditions de minerais de fer, soulignant l'importance stratégique de ce projet pour la diversification de l'économie nationale et le développement local. Badia Amani. C'est un véritable acquis pour l'économie nationale. Le projet de la ligne ferroviaire Béchar-Tindouf-Garage-Billet est devenu une réalité. Ce chemin de fer assurera le transport commercial et minier dans la région sud-ouest du pays sur une longueur de 950 km. C'est une grande performance. Cette région était une simple hamada depuis 2 ans et grâce à l'État, ce projet est concrétisé. Je voudrais remercier le président de la République d'avoir transformé la wilaya de Tindouf en un pôle économique par excellence. Nous souhaitons que ce projet soit rentable pour Tindouf et pour toute l'Algérie. Ce projet 100% algérien est réalisé par des compétences nationales qui ont encore une fois relevé le défi pour le livrer avec toutes les commodités nécessaires, une gare et des services aux normes internationales. Nous sommes très fiers de ce grand projet réalisé en moins de 2 ans. L'exploitation de cette mine était un rêve pour tous. Nous l'avons concrétisé aujourd'hui. Le gouvernement algérien est présent. À travers ces cadres venus en force, l'exploitation de cette mine se fera par une entreprise algérienne et des compétences nationales. L'économie nationale connaîtra un nouveau souffle grâce au projet du siècle qui boostera à coup sûr l'industrie métallurgique en Algérie.
Et justement, pour accompagner cette dynamique de développement, l'Institut national spécialisé en formation professionnelle de Tindouf adapte ses formations en lançant de nouvelles spécialités liées aux grands projets structurants, notamment celui de la mine de Garage-Billet et de la ligne ferroviaire minière, afin de renforcer les compétences locales et favoriser l'insertion professionnelle des jeunes. Walid Yousfi. Le secteur de la formation professionnelle à Tindouf évolue au rythme des transformations économiques. L'entrée en activité de la mine de fer de Garage-Billet et la ligne ferroviaire minière marque un tournant structurant, offrant aux centres de formation l'opportunité d'adapter leurs spécialités aux besoins émergents du marché du travail. Le dispositif actuel compte 43 techniciens supérieurs stagiaires actuellement en formation en vue d'intégrer la mine de fer de Garage-Billet. À cela s'ajoute la session de février prochain qui permettra d'accueillir 45 nouvelles places dans les différentes spécialités liées au secteur de la mine. Concernant le chemin de fer, des formations qualifiantes seront également lancées à partir de février avec 25 nouvelles places pédagogiques. Une dynamique qui a permis à de nombreux jeunes de s'orienter vers des filières de formation directement liées à ces deux projets stratégiques. Alhamdulillah, le projet de Garage-Billet nous a encouragés à entamer ces formations avec l'ambition d'y laisser notre empreinte et de contribuer activement à sa réussite. J'ai adapté ma spécialité en fonction de la demande au niveau de la mine de Garage-Billet. J'espère que la priorité sera aux habitants de la région. La mise en exploitation de la mine est pour nous une véritable bouffée d'oxygène. Cela nous a encouragés à suivre des formations pour pouvoir postuler et pourquoi pas être recrutés et travailler. Un élan porteur qui ouvre de nouvelles perspectives d'insertion professionnelle et renforce l'espoir d'un avenir prometteur pour la jeunesse de la région. L'industrie automobile se renforce en Algérie avec une nouvelle étape dans la fabrication locale. Ain Tmouchent, la production de véhicules utilitaires s'inscrit dans une dynamique axée sur le développement et le savoir-faire national et le transfert de compétences à travers un partenariat industriel qui mise sur la formation des équipes locales. Yasmine Amri. Au cœur de la zone industrielle de Temzoura à Ain Tmouchent, les Algériens s'unissent avec le savoir-faire chinois pour donner naissance à une nouvelle génération de véhicules utilitaires. Ici, les lignes de production fonctionnent selon des technologies modernes, garantissant qualité et sécurité, tout en assurant un transfert progressif des connaissances industrielles. Notre but, on a programmé un autre hangar pour production le moteur thermique pour notre besoin et le besoin de marché. Inch'Allah, on va attraper ça et notre but, deuxième étape aussi, on va programmer en extension de notre usine pour embouteillage et peinture. On va produire jusqu'à 40% de local. La production atteint 8000 camions par mois, 100 000 par an. 50 travailleurs algériens ont été recrutés et bénéficient actuellement d'une formation aux techniques de montage et de fabrication en partenariat avec la partie chinoise. Ce complexe industriel intègre l'ensemble des unités nécessaires à la fabrication avec de vastes espaces de stockage. Chaque véhicule est soumis à des tests rigoureux afin de garantir sa conformité aux normes internationales. Nous déployons tous nos efforts pour transférer nos technologies sur place et former les compétences locales aux techniques de production dans l'objectif de soutenir la localisation industrielle. Aujourd'hui, nous sommes présents dans plus de 27 points de vente, offrant véhicules, après-vente et pièces de rechange et visant à éteindre notre réseau à plus de 50 points à l'échelle nationale. La production locale de ce véhicule à Ain Tmouchent constitue un levier important pour le renforcement de l'industrie nationale et la création de nouveaux emplois. Elle s'inscrit dans une stratégie nationale visant à bâtir une industrie automobile locale durable, fondée sur une production réelle et une augmentation de la valeur ajoutée.
Les agrumes, parlons-en. Blida est une région où la filière est très développée en cette période de l'année. La récolte bat son plein. Notre équipe de tournage s'est rendue à la ferme expérimentale de Bnitamou, relevant de l'Institut d'arboriculture fruitière, ITAF, et a accompagné un agriculteur dans ses vergers. Reportage de Badia Amani. Des arbres qui courbent l'échine sous le poids des oranges, de citrons ou de pomelos bien mûrs. En cette journée pluvieuse, nous avons fait escale à la ferme expérimentale de Bnitamou, relevant de l'Institut technique d'arboriculture fruitière ITAF. Sur ce périmètre que nous avons visité, plus de 30 variétés d'agrumes sont cultivées sur une superficie de 1,7 hectare. Parmi nos principales missions, c'est en premier lieu c'est la production des plants. C'est-à-dire la production de matériel végétal de qualité. Ça veut dire tout ce qui est plants, semences, boutures, marcottes, etc. Si on parle aux agrumes, on a 105 variétés éclones. En Algérie, on a ce qu'on appelle des variétés autochtones, c'est-à-dire des variétés propres à l'Algérie, à l'image de la clémentine de Messerghen, l'oranger de Blida. Mais la grande partie des variétés, c'est des variétés étrangères, c'est des variétés espagnoles, italiennes et américaines. Les variétés d'agrumes existaient en Algérie avant l'arrivée des colons français. Dans la filière de l'agrumiculture, nous remarquons que le spectre des variétés est un peu, comment dirais-je, limité par rapport aux variétés qui existent en Algérie. Nous avons quand même un large spectre de variétés qui s'étend du mois d'octobre jusqu'à le long de l'année. L'ITAF a notamment pour mission de conserver les variétés d'agrumes et d'autres arbres fruitiers. Au niveau de ce laboratoire de culture in vitro, les variétés touchées par des maladies sont régénérées et assainies avant leur plantation. Il a la mission de l'assainissement du matériel végétal des virus. Donc il s'agit bien des maladies de dégénérescence. Là où les plants, les sujets, à l'extérieur, ils sont malades par des maladies de dégénérescence et qu'on ne peut pas les assainir ou les multiplier par voie classique. Donc ils passent au laboratoire de l'assainissement. L'agrumiculture demeure une filière en plein essor en Algérie. La production atteint aujourd'hui des niveaux prometteurs grâce à l'introduction de variétés performantes capables de produire des fruits dès la 3e année après plantation, telle la Washington Navel. Toutefois, les agriculteurs alertent sur la déperdition de certaines variétés locales menacées de disparition. كليمونتي سون بيبان لامليم لوردينير مندرين الجافا لاويكين هذو راحوا للانقراض ما كاش ماذا بينا نعاودوا نجدوا هذه البساتين نتاع الاخر باه نولوا نجريوا الحمضيات من الماء دأكتوبر حتى للماء د ماي الماء د ماي ما نديروش الشامب دو فروه. Blida, qui assure environ 30% de la production nationale d'agrumes, est considéré comme le bassin de cette filière agricole. Conscient de son importance stratégique, l'État a mis en place un programme ambitieux visant le développement de cette filière à travers un accompagnement renforcé des agriculteurs, tant sur le plan stratégique que financier. Et la filière des agrumes continue de se développer grâce au travail et à l'engagement des agriculteurs locaux. Aujourd'hui, les agrumes s'imposent comme un secteur clé de l'économie régionale mis à l'honneur à Tipaza à l'occasion de la 20e édition du Salon des agrumes. Milad Hennin. À Tipaza, les vergers d'agrumes racontent aujourd'hui une histoire de renouveau agricole. Grâce à une production variée et à l'engagement des agriculteurs locaux, le secteur se structure et gagne en performance. Une dynamique qui fait des agrumes un pilier de plus en plus visible de l'économie régionale. La wilaya se distingue par la plaine de la Mitidja, dont elle détient la plus grande part. Des milliers d'hectares y sont cultivés, associant des variétés locales à des espèces importées, parfaitement adaptées aux conditions agroclimatiques de la région. Aujourd'hui, le producteur algérien mise sur la qualité de sa production d'agrumes, atteignant des standards élevés qui lui permettent de représenter dignement l'Algérie sur les marchés internationaux. Nous sommes présents dans ce salon pour présenter notre produit, des produits transformés, notamment des confitures d'agrumes 100% naturelles, préparées sans sucre.
La 21e édition du Salon des agrumes met en lumière l'importance de cette filière pour l'économie locale, tout en valorisant le savoir-faire des producteurs, dont l'expertise et l'engagement garantissent la qualité des récoltes et la préservation des variétés locales. Cette rencontre ouvre ainsi de nouvelles perspectives pour la filière en matière de développement et de l'exportation. Cette édition a réuni 6 wilayas voisines, à savoir Blida, Chlef, Alger, Boumagdas, Tizi Ouzou et Médéa, en tant qu'invité d'honneur. Elle a également accueilli plus de 50 producteurs d'agrumes issus des différentes communes de la wilaya de Tipaza. En encourageant les investisseurs et en accompagnant les exportateurs, les autorités visent à développer une agriculture moderne, compétitive et durable. On va parler maintenant de sensibilisation contre les maladies à transmission vectorielle. Une journée d'études a été organisée à Tamanrasset. Les participants ont notamment mis l'accent sur le renforcement des capacités de dépistage dans le Grand Sud avec la présentation des dernières techniques en la matière, sachant qu'une partie des produits utilisés est fabriquée localement. Reportage de Walid Benouis. Aux portes du Sahara, à Tamanrasset, la prévention sanitaire s'impose comme une priorité nationale. Dans cette région frontalière, ouverte sur le Sahel, les maladies à transmission vectorielle progressent rapidement, souvent sans symptômes visibles ni alerte immédiate. C'est dans ce contexte que médecins, chercheurs et acteurs de la santé se sont réunis pour une journée de sensibilisation avec un objectif central, mieux dépister pour mieux protéger. Par rapport aux maladies vectorielles, soit le paludisme et d'autres maladies comme le West Nile, c'est des maladies qui sont transmises par des vecteurs, des insectes, et qui sont soit virales, soit parasitaires. On doit donc agir du point de vue de la prévention, bien sûr. Cette journée s'inscrit dans ce sillage, dans ce contexte. À l'origine de cette initiative, une société algérienne spécialisée dans le diagnostic médical, un choix assumé, agir sur le terrain, loin des vitrines, mais au plus près des besoins réels. Des équipements conçus localement et des technologies de dépistage rapide et fiable permettent d'identifier la maladie avant qu'elle ne se propage. On est là aujourd'hui avec tout ce beau monde à accompagner les professionnels de santé, soutenir l'innovation diagnostique et participer activement à la souveraineté sanitaire de notre pays. Si nous avons choisi de nous déplacer jusqu'au sud algérien, ce n'est ni un hasard, ni un simple symbole. C'est un choix de santé publique, un choix scientifique, mais aussi un choix moral et national. Tout au long de la journée, les experts ont souligné l'apport décisif de ces nouvelles technologies, des machines de diagnostic qui offrent un gain de temps précieux, affinent les résultats et surtout permettent une intervention précoce avant l'apparition de complications. On a choisi la capitale de la Hagar, Tamanrasset, pour célébrer cette journée de sensibilisation sur les maladies à transmission vectorielle. Ces maladies-là ont une mortalité qui représente un danger à notre civilisation. Au-delà de Tamanrasset, l'enjeu est national. Renforcer les capacités de dépistage dans le Grand Sud, c'est poser les bases d'une stratégie plus large visant à équiper progressivement toutes les wilayas. C'est hautement symbolique d'avoir un événement hautement scientifique avec des références nationales, voire internationales ici à Tamanrasset. C'est hautement symbolique pour la région. Donc on a parlé des maladies à transmission vectorielle, c'est-à-dire les maladies qui se transmettent par les insectes, notamment les moustiques. Il y en a beaucoup en Afrique subsaharienne et vu que Tamanrasset c'est le portail du Sahel, donc c'est important et hautement symbolique que ça se fasse ici à Tamanrasset. Former, équiper, anticiper. À Tamanrasset, la lutte contre les maladies à transmission vectorielle repose sur la technologie, mais surtout sur la vision à long terme. Faire du Grand Sud algérien une véritable ligne avancée de défense sanitaire au service de la santé publique nationale. On passe à l'actualité internationale. La situation à Gaza reste critique. En plus des attaques incessantes de l'entité sioniste, malgré le cessez-le-feu, le nombre d'enfants palestiniens décédés à cause du froid depuis le début de la saison hivernale est de 11. Les habitants de Gaza souffrent d'un manque alarmant en termes d'abris et de soins médicaux, ainsi qu'en moyens de chauffage, en raison particulièrement de la pénurie de carburant suite au blocus imposé par l'occupation sioniste sur l'enclave palestinienne. Majda Jahmoun. La petite Chava
est parti rejoindre les anges après avoir succombé aux températures glaciales. Son père la porte dans ses bras, sans vie, en répétant ces mots glaçants. Elle est morte de froid. Une scène insoutenable qui résume l'ampleur de cette tragédie humaine. Elle n'avait que 3 mois. Nous pensions qu'elle était malade. Nous avons vu avec le médecin qui nous a annoncé son décès. Elle est morte de froid. Les Razaouis vivent dans des conditions inhumaines. Entre bombardements, famine et froid, ils espèrent toujours qu'un sursaut de la communauté internationale vient mettre fin à leur agonie. Nous souffrons tous énormément. Nous souhaitons qu'un jour on sera soulagés. Le bon Dieu est avec nous et espérons que les différentes nations feront de même. Car honnêtement, ce n'est pas une vie, c'est un cauchemar. Les images parlent d'elles-mêmes. Il fait extrêmement froid et nous dormons trempés à même le sol. La pauvreté nous gangrène. Les familles Razaouis n'espèrent qu'une seule chose. Au réveil, trouver leur enfant en vie. Ce qui est peu probable, car trouver du bois pour se réchauffer relève de l'impossible. Tout comme trouver des médicaments ou de la nourriture, puisque l'antitessionniste bloque tout. Pour rappel, les attaques menées par des colons sionistes en Cisjordanie occupée ont provoqué le déplacement d'environ 100 familles palestiniennes au cours des 2 dernières semaines, selon l'agence de presse palestinienne Wafa. Des familles expulsées et des commerces détruits dans plusieurs régions du Maroc. Les habitants continuent de dénoncer la brutalité des opérations de démolition menées par le Marzen. Ces interventions jugées arbitraires suscitent colère et inquiétude au sein de la population. Raouf Hamouche. La rue marocaine ne décolère pas. Les opérations de démolition continuent malgré le froid. Après les habitations, maintenant, c'est les locaux des commerçants qui sont visés par ces opérations menées par le Marzen. Commerçants et artisans dénoncent cette situation. En quelques heures, des boutiques et des espaces de travail ont été détruits, mettant fin à des années de dur labeur. Ces démolitions privent ainsi des milliers de familles de leur seule source de revenus. Nous avons tout perdu. Comment on va faire maintenant ? J'ai perdu mon commerce, c'était toute ma vie. Aujourd'hui, je ne sais pas comment je vais nourrir ma famille. On nous a tout pris du jour au lendemain. Tout a été rasé. Comment ces familles vont-elles survivre maintenant ? Pis encore, des centaines de familles sont expulsées en plein hiver, privant ainsi leurs enfants de leurs droits les plus élémentaires, à savoir l'éducation. Livrées à elles-mêmes, ces familles démunies n'ont aucune alternative et encore moins de dédommagement. En pleine année scolaire, ces enfants vont souffrir. Leur éducation est détruite, tout comme le travail de tant de familles. Des maisons, des commerces, tout disparaît sans explication ni solution. C'est injuste. Comment survivre dans ces conditions ? Mes enfants, je ne sais pas comment ils vont continuer à étudier. Tout est détruit et je ne peux rien faire. Des marchés détruits, des familles expulsées et des vies entièrement bouleversées.
Handball Coupe d'Afrique des Nations 2026. Après avoir parfaitement réagi face au pays hôte de la CAN, le Rwanda, en s'imposant 46-26, la sélection nationale de handball disputera aujourd'hui à 14h son troisième match en phase de groupe face à la Zambie, avec l'ambition de gagner cette rencontre pour assurer sa qualification au prochain tour. Un match important attend les protégés de Bouchekriou qui n'ont d'autre choix que de s'imposer face aux Zambiens. Football Coupe de la CAF, premier de son groupe avec 6 points. L'USM Alger aura l'occasion ce soir à partir de 20h de creuser encore plus l'écart face aux Maliens de Djoliba au stade du 5 juillet pour le compte de la 3e journée. En cas de victoire face à Djoliba, les usmistes pourraient prendre une sérieuse option pour la qualification. Maintenant, on va à Paris à la rencontre d'un parfumeur algérien. Dans ses créations, il combine les codes des deux rives et les senteurs des deux côtés de la Méditerranée. Une success story autour de ses racines algériennes et la transmission familiale. Des senteurs inspirées de la Casbah d'Alger, du Grand Sud ou encore du patrimoine national. Reportage de Afaf Belhouchet. À Paris, à quelques pas de l'Opéra, une vitrine attire l'œil sans jamais le brusquer. Derrière ces lignes élégantes, une maison de parfum qui raconte une histoire intime, patiente, profondément enracinée, celle d'un parfumeur franco-algérien qui a choisi le parfum comme langage de la mémoire. Maison Maïssa, c'est la première maison que Darman, notre fondateur, a créée en 2018. Elle porte le nom de sa fille cadette qui est née à ce moment-là. Et il avait envie, par le parfum et par sa passion du parfum, de transmettre un double héritage culturel franco-algérien. Donc il va travailler des matières typiques de la parfumerie française et des matières typiques de la parfumerie dite orientale. Chez Maïssa, chaque fragrance est pensée comme un récit sensoriel où la rigueur de la parfumerie dialogue avec les senteurs familières de l'Algérie. Des parfums habités, charnels, parfois gourmands, mais toujours évocateurs. On a Balada Alger qui vient de sortir le mois de mars. Un parfum, ça peut durer 3 mois, comme ça peut durer 1 année, comme ça peut durer 2 ans. Si on n'est pas satisfait olfactivement, si on n'est pas satisfait de l'odeur, donc on ne valide pas le parfum. Parmi ses créations, un parfum incarne particulièrement cette démarche Touareg, une fragrance à la fois sèche et profonde, comme une traversée du sud algérien entre sable, silence et horizon. Il y a un côté cuir qui rappelle le sud de l'Algérie, il y a un côté date, il y a un côté thé. En fait, c'est le sud d'Algérie, quoi. Quelques années plus tard, le parfumeur ouvre un second chapitre, une maison plus confidentielle, plus conceptuelle, presque contemplative, la maison Catalia. C'est en effet une collection de 6 parfums et chacun de ces parfums va être inspiré par un zélige historique, donc une céramique zélige historique qui viennent de différents endroits du pourtour méditerranéen et en fonction de la période et de l'endroit où on a trouvé ces céramiques, on a composé les parfums pour qu'ils reflètent ce zélige. Des motifs anciens, des couleurs patinées par le temps et au cœur de cette collection, l'Algérie. Celui-là, il vient de la maison de famille du fondateur, donc de Darman. C'est un zélige qui est dans l'entrée de la maison de sa grand-mère dans la Casbah. Et du coup, l'idée était de parler de la transmission et de l'héritage culturel. Et pour ça, on a choisi une note d'iris qui a un côté poudré, presque poussiéreux pour rappeler le temps qui passe, et l'encens pour le côté spirituel et transmission. Dernière création du parfumeur, Barta, un parfum hommage dédié à sa mère, un nom simple, chargé d'amour et de gratitude. Et tout simplement, je voulais capturer un souvenir dans un flacon. Et la réflexion, c'était de créer un parfum autour d'une odeur très familiale qui parle aux Algériens, c'est le café et la fleur d'oranger. Un parfum de nostalgie douce, celui des matins algérois, des gestes répétés et des odeurs qui traversent le temps sans jamais s'effacer. Je voulais faire hommage à toutes les mamans algériennes et à ma mère en particulier. Aujourd'hui, la seule odeur qui peut me rappeler ma mère, c'est le café et la fleur d'oranger. Aujourd'hui, les deux maisons voyagent bien au-delà de Paris et sont diffusées dans plusieurs pays d'Europe. Le parfumeur s'impose sur certains marchés internationaux jusqu'à se classer 2e des ventes en Russie. Je suis très fier de mes origines, je suis très fier d'être algérien et je voulais rappeler surtout que nous avons une histoire. Et c'est ça qui m'a poussé de rappeler beaucoup de savoir-faire algérien.
à travers un flacon, à travers un packaging, à travers une histoire. Et si le succès international est déjà là, le regard du parfumeur se tourne désormais vers l'Algérie, avec l'espoir bientôt d'y ouvrir un lieu, là où les souvenirs prennent naissance et où les parfums trouvent leur sens. Et on termine avec la neige. Ce week-end, la station de Tikjda a attiré de nombreux visiteurs venus profiter du paysage enneigé, une destination de montagne qui séduit toujours autant et qui est justement idéale pour se ressourcer avant d'entamer la semaine. Mais Zahra Chopot. En famille ou entre amis, les visiteurs viennent avant tout à Tikjda pour se détendre et profiter de la montagne. Jeux dans la neige, promenades au grand air, photos souvenirs. L'ambiance est conviviale, chaleureuse et accessible à tous les âges. Pour beaucoup, Tikjda représente une véritable parenthèse hors du quotidien, le temps d'une journée ou d'un court séjour, loin de l'agitation urbaine. On est là en famille pour justement... on a ramené les enfants c'est comme pour qu'ils se régalent un peu avec la neige. Et pour qu'ils puissent faire leurs études prochainement comme il se doit. On est venu aujourd'hui de Béjaïa avec mes enfants, les cousins, mes sœurs, pour profiter du week-end et honnêtement c'est magnifique. Je suis content aujourd'hui quand je suis venu avec mon père à Tikjda pour jouer avec la neige. C'est la deuxième fois que je visite la neige. C'est un bon moment pour moi. Mais la station ne se limite pas aux sorties de loisirs. Tikjda attire également des passionnés de sport de montagne et de randonnée hivernale. Équipés et habitués aux conditions parfois exigeantes, ils empruntent les sentiers enneigés, gravissent les reliefs et atteignent les sommets pour profiter pleinement du décor que Dame Nature leur offre. On est venu ici au niveau de sommet à Kouker, 2008 mètres. Pour faire une randonnée, l'objectif c'est le sommet. Nous sommes venus aujourd'hui en groupe pour une randonnée jusqu'au sommet Akouker à 2008 mètres d'altitude. C'est une très belle expérience, idéale pour le week-end, pour changer d'air et évacuer le stress de la semaine. À Tikjda, le week-end rime avec évasion. Entre neige, nature et détente, la station reste une destination très prisée par les visiteurs. C'était le journal de la rédaction. Merci à vous de nous avoir suivis. Excellente journée à tous.